On voit très bien l'écran. D'accord. Voilà. Moi, je suis prêt de mon côté. L'enregistrement est lancé. Donc, comme disait Pascal, on a fait une campagne de tomographie électrique en montagne de Reims. Et donc, l'objectif de cette présentation, ça va être de vous montrer en quoi la tomographie électrique elle est utile dans le milieu de la recherche. Donc, je vais vous prendre l'exemple de la montagne de Reims et vraiment d'un glissement spécifique et dans un contexte particulier. Mais ça, je vais d'abord bien introduire le contexte pour qu'on comprenne le pourquoi du comment on a fait cette méthode-là. Donc ce travail-là, il a été fait dans le cadre des stages PIRA. Du coup, j'ai eu l'aide de Pascal et de Timothée Ludon pour réaliser les profils géophysiques. Et c'est eux qui les ont traités aussi également, toute la partie informatique. Moi, j'arrive pour la mise en place des profils et à la fin pour leur interprétation. Et donc évidemment, j'ai pas fait ça tout seul parce que il y a Nicolas Bollot et Olivier Lejeune et Alain Devos qui ont chacun des spécialités. Nicolas Bollot plutôt glissement de terrain, Olivier Lejeune plutôt karsto et Alain Devos plutôt karstologie, je veux dire, et Alain Devos qui est plutôt hydrologie. Ce qui fait que c'est assez complémentaire et ça permet de bien comprendre les mécanismes des mouvements de terrain. Et donc Pascal qui évidemment elle spécialise de la géophysique, ça à Reims dans la précédente thèse qui était réalisée, celle de Sarah, il y a eu je crois 26 profils de tomographie électrique et donc il y avait beaucoup de données qui ont été faites et peut-être bientôt beaucoup d'autres avec le projet Ganymède, mais ça je reviendrai au moment des perspectives. Donc moi c'est Julien Berthe, je suis doctorant au GGNA, donc c'est le groupe d'études des géomatériaux et de l'environnement naturel, anthropique et archéologique. Donc moi je suis surtout dans la partie environnement naturel. Je me rends compte maintenant que j'ai oublié de mettre la caméra. Voilà, ça devrait fonctionner. Mon secteur d'études c'est vraiment la montagne de Reims, donc moi j'étudie tout ce qu'il y a sur la montagne de Reims. Donc c'est quoi la montagne de Reims? Eh bien, si on regarde ici, on voit un contraste de couleurs entre les terrains ici qui sont plutôt orangés et les terrains ici qui sont plutôt blancs. En fait, cette limite, elle se matérialise ici, et c'est la côte d'Île-de-France. Et cette côte d'Île-de-France, on voit qu'elle est percée, donc c'est des terrains tertiaires, la côte d'Île-de-France. Ça correspond à un plateau quaternaire, c'est des argiles lamelières, on les reverra plus tard. Ensuite, on a du tertiaire argilo-sableux, donc plus ou moins argileux, plus ou moins sableux. On va revoir aussi sur les profils géophysiques. Et ensuite, on a des argiles tertiaires pures et des calcaires tertiaires purs, puis la craie du campanier. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en haut, on a le quaternaire et en bas, on a la craie, parce que ça, je vais m'en servir beaucoup de points de repère pour comprendre les l'organisation des formes que je vais vous présenter. Et donc, on dégage les terrains tertiaires à ces niveaux-là, ici au niveau de deux cônes de percée cataclinale, qui correspondent finalement au cours d'eau de la Marne au sud et de la Velle au nord, qui vont dégager tout le terrain tertiaire vers l'intérieur du bassin parisien, en les érodant. Voilà, donc ça c'est le secteur d'études. Moi je m'intéresse surtout à une petite zone qui est celle-ci. Donc on voit que dans le parc naturel régional de la montagne de Reims, ça représente 46% de la surface, ça ne se voit pas mais je vous le dis, et c'est surtout que ça correspond à 80% de la forêt. Donc moi c'est vraiment la zone forestière, parce que la zone forestière a des propriétés particulières qui sont de conserver les traces du passé. Là où on va être dans les vignes qui sont tout autour ici, hein, là c'est des vignes, et après c'est des champs, ou les zones urbaines, ça c'est des zones qui ne conservent pas du tout les traces du passé, donc qu'on peut difficilement étudier. Et comment est-ce que j'étudie ces terrains-là? Eh bien, je les étudie tout d'abord au lidar. Donc le lidar, ça permet de faire des photos du sol, mais vraiment que du sol, et juste de sa topographie. Comment est-ce qu'on fait ça? Et puis on a un avion qui va survoler le massif de la montagne de Reims. Sur cet avion, on a un capteur lidar, donc c'est juste un laser, hein, qui va envoyer un faisceau vers le sol. Et cette impulsion laser, eh bien, elle va être interceptée par plein de choses. Donc par la canopée, vu que 80% de forêt, vous vous doutez bien qu'il va y avoir beaucoup de canopées qui va être traversée. Donc ça correspond en général au premier écho. Parfois, on va voir des antennes qui vont
des antennes de transmission GSM qui vont être le premier écho, parce que ça, c'est des bâtiments très hauts, mais il n'y en a que 2 ou 3, donc c'est vraiment c'est pas représentatif. Ensuite, on va avoir un deuxième écho qui, bien souvent en forêt, correspond à la zone arbustive. Et ensuite, on aura souvent, en général, un dernier écho qui correspondra au sol, ou pas de dernier écho du tout. Ça, c'est le cas quand on va arriver sur des surfaces d'eau, mais ça, on est capable de les interpréter aussi. Donc, finalement, vu que l'avion, il vole, donc il est stationnaire quand il vole, donc il a une altitude constante, on connaît cette altitude, parce qu'en fait, il a une antenne GPS qui fait qu'on connaît en permanence l'altitude de l'avion. On connaît aussi sa position dans l'espace, en X et en Y, parce que, pareil, il communique avec des GPS au sol, qui communiquent avec des satellites, ce qui fait qu'on peut vraiment bien trianguler l'avion. Et du coup, ça veut dire que si à chaque instant, on sait où est l'avion, et qu'on connaît le temps entre l'impulsion du laser et le retour du dernier écho, eh bien, ça nous donne finalement une distance, parce qu'on connaît la vitesse de l'onde qu'on envoie. C'est la célérité de la lumière à la longueur d'onde étudiée. Et ça nous permet finalement d'avoir, après, en faisant la soustraction entre l'altitude et la distance, d'avoir au sol plein de points qui nous disent, bon, ce point-là, il est à telle altitude, ce point-là, il est à telle altitude. Après ça, on le met dans des petits carrés, donc dans des cellules de raster, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est des pixels d'image. Et dans chaque pixel, on va mettre une valeur d'altitude. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne du coup le modèle numérique de terrain. Donc c'est vraiment le modelé du sol, mais vraiment très fin, parce que chacun de ces pixels, il fait 50 cm de côté. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision très claire sur à quoi ressemble le sol. On a la même chose qu'on peut faire avec la canopée, c'est ce qu'on voit ici, le modèle numérique de canopée. Honnêtement, je l'ai dit parce que c'est un des fichiers de sortie, mais franchement, moi, je ne m'en sers pas dans le cadre de ma thèse. Je me sers vraiment que de ça. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut observer? Par exemple, là, on peut deviner un réseau hydrographique, et on peut deviner qu'il y a des dépressions ici. Bon, je ne sais pas si ça se voit très bien en amphi, parce que déjà, moi, sur mon ordinateur, c'est assez ténu. C'est des points qui sont un peu plus noirs. Et en fait, ces points un peu plus noirs, ils correspondent à des trous. C'est pour ça qu'ils représentent des valeurs plus noires, parce que c'est plus faible en élévation. Donc évidemment, vous doutez bien qu'on ne peut pas interpréter directement un fichier de modèle numérique de terrain comme ça, parce que là, je vous mets une petite image, elle doit faire moins d'1 km², elle doit faire à peine, là, à mon avis, on a un truc comme 300 mètres sur 100 mètres. Donc c'est vraiment une petite image, et j'ai 245 km² de secteurs à étudier. Donc là, on se doute bien que ce n'est pas réalisable d'étudier la montagne de Reims de cette façon-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des traitements LIDAR. Donc là, je vous présente l'ombrage multidirectionnel qui nous permet de regarder très finement le terrain. C'est quoi l'ombrage multidirectionnel? Donc là, je vais aller chercher le stylet. On va prendre la couleur rouge. Donc déjà, l'ombrage multidirectionnel, un ombrage, on a une lumière. En général, c'est une lumière incidente qui vient de l'azimut 315. C'est celui qu'on utilise sur toutes les cartes topographiques, celles de l'hygiène et toutes celles qu'on croise, et de façon quasi internationale. Donc on a une lumière qui vient de l'azimut 315 et d'une élévation de 45 degrés qui permet finalement de rendre compte du relief. Mais moi, ça ne me suffit pas, parce que si on fait ça, avec les ombres portées, on a du mal à interpréter les formes, parce que forcément, on va avoir du mal à détecter leurs contours. Surtout que, vous allez voir, j'étudie beaucoup de formes qui sont en forme, on va dire, plutôt ovoïde ou circulaire. Et donc forcément, là, les ombres portées, c'est vraiment horrible, ça permet à rien voir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie une lumière qui vient comme ça, de cette manière-là. Donc, une lumière rouge, qui est d'intensité 0 à 100. J'envoie aussi une lumière bleue qui vient comme ça. Hop là, vous voyez, on le voit ici, qui va aussi de 0 à 100. Et ensuite, j'envoie aussi une lumière verte qui vient à peu près d'ici. Donc il y a il y a 120 degrés entre chaque flèche, et qui vient de là, et qui me permet finalement d'avoir un ombrage porté dans toutes les directions. Et ce qui fait qu'on n'a pas on comprend bien qu'on n'a pas d'ombre portée, parce que si on a une ombre portée dans le rouge, en fait, ça sera de la lumière verte ou bleue, et vice-versa. Ce qui fait qu'on voit très bien le contour des formes. Notamment, là, on voit des trous de bombes. Donc ça, c'est des très grosses bombes, ça fait 25 mètres de diamètre.
c'est des tall boys, c'est des bombes très caractéristiques. Ils étaient là pour détruire les tunnels souterrains. Et justement, ici, on voit le tunnel souterrain qui était concerné, c'est l'entrée du tunnel de Rilly. Et on voit aussi après qu'on a des bombes standards, hein, ici où on voit ils ont à peu près tous la même taille. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, les formes anthropiques. Ce qui m'intéresse, c'est les formes naturelles. C'est ce qui n'a pas été fait par l'homme. Donc c'est par exemple l'exokarst ici. Donc je vous expliquerai après c'est quoi le karst. Et le réseau hydrographique notamment. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc quelles sont les formes naturelles qu'on peut observer grâce au lidar en montagne de Reims? Parce que c'est de là que va partir notre étude, c'est des formes naturelles qu'on peut observer. C'est les mouvements de terrain les premiers. Donc ici on a un mouvement de terrain qui est du type Romery. Donc celui-ci se décrit très très bien parce que on voit bien la cicatrice d'arrachement qui est ici, donc l'escarpement de tête qui correspond à la zone ici. Ensuite on voit les replats qui sont ici, qui sont d'ailleurs un petit peu en contre-pente. Et ensuite on voit toute la masse glissée qui est ici. Ce glissement, c'est le glissement de référence qui est en fait le glissement de Romery. Donc forcément, c'est pour ça qu'il se ressemble beaucoup entre la théorie et la pratique. Sachant que ce dessin, il a été fait en 2014, quand on n'avait pas cette image-là, parce que cette image-là, on l'a eue en 2018. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une interprétation de terrain, mais au final, elle correspond exactement à la réalité. Donc voilà, ça c'est les premières formes qu'on peut observer. Elles s'observent très bien. Là, on est sur des formes qui font, on va dire, 400 mètres de diamètre et qui partent ici du plateau des argiles amélières et qui descendent ici vers la vallée où on a la craie qui affleure par ici. D'ailleurs, ici, c'est le replat de la craie qu'on voit se dessiner de chaque côté. On peut aussi observer des formes karstiques. Donc, je vais commencer par expliquer c'est quoi les formes karstiques parce que c'est un petit peu plus, disons que c'est un peu moins connu que les mouvements de terrain en général. Déjà, du karst, c'est une forme qui va se mettre en place quand on a deux paramètres. C'est beaucoup d'eau et une roche calcaire. Parce que l'eau sur une roche calcaire, surtout l'eau de pluie qui est acide, eh bien, elle va venir éroder la forme calcaire et créer des dépressions. Donc ces dépressions, elles peuvent être linéaires, circulaires, etc. Elles peuvent être de plein de types. En général, on les retrouve beaucoup dans les massifs, typiquement le massif préalpin, parce que forcément, on a des plateaux qui sont hauts en altitude, donc on a beaucoup d'énergie de cette eau-là. Bon, en montagne de Reims, le dénivelé, c'est 200 mètres entre tout en haut et tout en bas. Donc, pour l'énergie mécanique, c'est un petit peu compliqué. Donc, on doit vraiment se baser sur l'énergie chimique et sur la concentration de l'eau. Et donc, c'est assez pratique parce que tous ces terrains ici, c'est des terrains qui sont argilo-sableux. Ce qui fait qu'ils vont avoir une grosse caractéristique, d'ailleurs ça c'est vraiment que argileux, ils vont avoir une grosse caractéristique qui est vraiment concentrer l'eau énormément. Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, 80% de zones forestières là où je suis, donc ça fait que toute l'eau elle circule dans de l'humus. Sauf que l'humus forcément ça acidifie encore parce qu'il y a beaucoup d'acide humique. Donc c'est des acides qui sont issus soit des racines, soit de la dégradation des végétaux, qui vont rendre encore plus acide l'eau. Ce qui fait que quand on arrive ici sur les calcaires du Tannétien, eh bien cette eau, elle est concentrée et dans des petits cours d'eau et elle est acide. Et donc elle va directement percer le substrat et créer les petites dépressions qu'on voit là en bleu foncé, qui sont en fait littéralement en général des gouffres pour les formes majeures, et puis qui vont aller avec un corollaire, on le verra ensuite. Et donc forcément, ça va alimenter, donc on a de l'exokarst en surface, et ça va venir en profondeur alimenter de l'endokarst. Donc c'est des formes karstiques, c'est des tuyaux d'eau souterraines qui sont organisés, hiérarchisés. D'abord des petits trucs qui vont faire la taille d'un doigt, la taille d'un poing, et qui vont après arriver dans des gouffres qui vont faire une taille décimétrique, voire métrique, et qui ensuite vont arriver dans un réseau endokarstique de la craie qui lui est très très développé. On en connaît que deux exemples vraiment notables en montagne de Reims, mais c'est quand même des réseaux qui font 1 km de long et qui sont largement pénétrables par un homme. Je vais vous illustrer ça parce que ça va quand même être un peu plus concret. Ici, on a la fosse Martin-Godard, qui est la fosse, on va dire, la plus connue. C'est pas la plus grande et c'est pas la plus impressionnante, mais en tout cas, c'est la plus connue de la montagne de Reims. Ici, on est sur à peu près 20 mètres de diamètre. On est sur un bon 10 mètres de profondeur. On voit le réseau hydrographique qui arrive ici et qui vient directement éroder les calcaires du Tannétien et qui va directement plonger en profondeur,
À une époque, il paraît qu'ils ont même réussi à rejoindre le réseau endokarstique de la craie en dessous, mais ça c'est un peu des légendes, donc ça je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais il y a des traçages qui prouvent qu'effectivement, c'est-à-dire qu'on a mis un colorant là-dedans, effectivement ça ressort dans l'endokarst de la craie. Donc il y a vraiment une connexion. Après, le fait qu'il soit arrivé à faire réellement le lien physiquement, j'y crois un peu moins. Donc on a aussi des formes qui sont beaucoup moins impressionnantes, hein, comme ici le gouffre du renard. Donc ça sera dans le secteur d'études qu'on va étudier tout à l'heure. On voit c'est des formes elle est métrique, hein, elle fait vraiment tout juste 1 mètre de diamètre, 1 mètre de profondeur, et par ici il y a l'eau qui arrive, et ensuite elle s'infiltre dans le sol. Donc les formes, ça c'est les formes, on va dire qu'on comprend très vite comment elles se mettent en place, parce que c'est le karst vraiment qui va se mettre au contact lithostratigraphique entre les argiles de l'Yprésien, donc les argiles qu'on voyait ici en jaune, et les calcaires du Thanessien en orange. D'ailleurs, au fond, ici, on voit les calcaires du Thanessien. Mais en fait, la majorité des formes en montagne de Reims, elles ne sont pas aussi belles, elles ne sont pas aussi stylées, on va dire. Ça ressemble à des petits trous comme ça. C'est vraiment des toutes petites formes. Ça fait des petites cuvettes. Et le bassin d'alimentation de cette cuvette, en fait, c'est juste la cuvette elle-même. C'est la pluie qui tombe directement dedans. Et en fait, cette cuvette, elle se forme par soutirage des matériaux tertiaires par l'endokarst de la craie et l'endokarst du Thanessien. C'est-à-dire que je vous le montrais ici, on a de l'endokarst dans les calcaires du Thanessien et dans la craie, et ça, avec les circulations d'eau qui viennent essentiellement des grandes formes, eh bien on va venir soutirer à plein d'endroits des petites dolines. C'est le nom que ça porte, ces petites cuvettes qui sont vraiment petites. Vous voyez, là elle fait 2 mètres de diamètre, et voilà, c'est pas très impressionnant. Par contre, ce qui est un peu plus impressionnant, c'est quand on peut aller pénétrer ensuite dans l'endokarst du Thanessien et de la craie. Donc en haut, on a de l'endokarst du Thanessien, on voit c'est un peu plus sableux, parce qu'il est un peu plus sableux, le Thanessien. Ici, on est vraiment dans la craie. Donc ça, c'est le gouffre du Creusin. Vous voyez, c'est quand même des formes assez impressionnantes. Là, c'est vraiment la circulation verticale du karst, pour aller rejoindre ensuite des réseaux horizontaux, comme ici le collecteur de la grande fontaine de Verzy. Donc ça, voilà, c'est vraiment des super beaux objets. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on étudie, nous on se concentre sur ces formes-là. Et à quoi est-ce qu'elles ressemblent en lidar? En lidar, c'est la surface, donc on va avoir des dépressions. D'ailleurs, il se peut que certains d'entre vous voient des bosses. Pas de chance, mais dites-vous que tout ce que vous voyez en bosse ici, si vous le voyez en bosse, en fait c'est des dépressions. Et vous allez voir, c'est une gymnastique intellectuelle, et après ça va vous paraître évident, vous allez voir des dépressions. Et donc ici on a des organisations spatiales de cet exokarst qui peut être très simple, c'est vraiment une ligne. Donc là on pourrait même, avec des yeux un petit peu avisés, on pourrait voir ici qu'on est sur la craie, donc sur le vallon de la craie, avec une limite ici. Et que là, du coup, on est sur le Thanessien, donc sur les calcaires du Thanessien. Et du coup, plus haut vers ici, on aurait les argiles amelières, mais vraiment beaucoup plus haut. Et on a aussi des organisations beaucoup plus complètes, avec tout ici, le plateau qui est en altitude, par là-bas, le gouffre de la craie, et entre les deux, des grands vallons karstiques. C'est-à-dire qu'on a une forme majeure, qui ressemblerait au gouffre Martin-Godard, qui va être alimentée en eau, et qui va générer plein de dolines. Tous les points que vous voyez là, c'est des dépressions en creux. Et donc, maintenant, la question qui se pose, c'est, on a vu 2 phénomènes naturels, c'est l'exokarst et les glissements de terrain. C'est, est-ce qu'ils ont une relation? Parce qu'on voit que les 2 sont présents en montagne de Reims, je vous en ai présenté 2 séparément, et pour le moment, on n'a pas vu d'interaction. Mais en fait, ça arrive très régulièrement qu'on voie les 2 au même endroit. Donc ça pose vraiment la question. Là, on a un premier exemple où on voit ici le plateau des argiles amelières, donc le glissement de terrain qui descend vers la vallée de la Craie par ici. Et ici, honnêtement, quand on le sait, on voit très bien la masse glissée. Ici. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est qu'au milieu de cette masse glissée, on a un liseré karstique. Donc, quand on voit quelque chose, une organisation comme ça, on ne peut pas dire que l'exokarst a une relation avec le glissement de terrain. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est mis en place après le glissement de terrain. Il était peut-être déjà là avant, ça on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est mis en place en traversant le glissement de terrain et qu'a priori, il n'a pas de relation avec le glissement de terrain parce qu'il se trouve vraiment au plein milieu de la coulée et il n'a pas l'air de déstabiliser quoi que ce soit de la coulée. Donc,
Là, on ne peut pas aller plus loin dans l'interprétation que dire, bah voilà, on a deux phénomènes qui sont au même endroit, mais qui n'ont pas l'air d'entretenir une relation. Si on va au niveau de la fosse Martin-Godard, donc c'est celle-ci, la fosse Martin-Godard, eh bien, on voit qu'on a en haut le plateau, donc de ce côté-là, c'est le plateau. On a une grosse cicatrice d'arrachement ici. Là, on a des blocs qui sont déstabilisés. Et ici, on a toute la coulée du mouvement de terrain. Et cette coulée, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elle va se perdre directement dans l'exokarste. Donc là, ça veut dire quand même quelque chose d'assez significatif, c'est que si la coulée, elle se perd dans l'exokarste, c'est qu'il y a une dynamique commune entre les deux. C'est l'exokarste fonctionne parce qu'il est alimenté par l'eau qui est concentrée par le mouvement de terrain. Bon, c'est pas évident à dire comme ça, mais ça a été démontré justement par Olivier Lejeune et Alain Devos il y a déjà 20 ans de ça. Donc c'est facile à dire maintenant. Mais en tout cas, on le sait, c'est que l'eau, elle est concentrée par glissement de terrain, elle va alimenter le karst, et la contrepartie, c'est que le karst, lui, va démanteler la base de la coulée. Sauf qu'une coulée, c'est sur le versant, il n'est pas très stable, donc il essaie de se régulariser en faisant un mouvement de terrain, et ce mouvement de terrain, il veut toujours chercher la stabilité. Sauf que là, au niveau de sa coulée terminale, là où il voudrait se stabiliser, ben en fait, il y a du karst qui grignote, et donc forcément, la conclusion, c'est qu'il reste toujours actif et entretenu à cause du karst. Après, on pourrait aller plus loin en imaginant qu'il est responsable de la mise en place du glissement de terrain, mais ça, il n'y a aucune preuve. Ça, c'est vraiment que de la spéculation. Donc, mais en tout cas, on peut quand même voir qu'il y a une relation entre ces deux phénomènes-là. Après, là, on a vu deux exemples où il y a du karst et des glissements de terrain. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des endroits où on n'a pas de karst et des glissements de terrain, mais en fait, il y a quand même du karst, mais c'est de l'endokarst, il n'y a juste pas de manifestation en surface. Eh bien, c'est peut-être le cas dans la vallée de la Lingone. Donc là, je vous présente la vallée de la Lingone. C'est un petit peu, là honnêtement, elle est difficilement interprétable à cette échelle, cette image. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on a des glissements de terrain qui sont représentés ici. Et ce qu'on voit vraiment pas très bien, c'est que ici, et de ce côté-là, on a des formes exokarstiques que j'ai représentées en rouge. Donc ça, c'est vraiment l'exokarste qui est installé sur le Tannétien. On a aussi de l'exokarste qui est installé dans la craie. C'est un autre phénomène. Et cet exokarste de la craie, là, cette fois-ci, on a peut-être un peu l'impression qu'il a la même fonction que ce qu'on trouve à Verzy, avec un exokarste qui démantèlerait la base du glissement de terrain, qui générerait un entretien de la dynamique du glissement. Mais voilà, ça serait une hypothèse à vérifier. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, on a beau liseré, et il s'arrête net au niveau des glissements de terrain. Donc, quand on a un glissement de terrain qui est comme ça au milieu de la campagne et qu'il n'y a pas de karst autour, on ne va pas se dire peut-être qu'il y a du karst qui était en place avant ce glissement de terrain. Mais là, c'est quand même un petit peu différent parce qu'on a un liseré. En plus, de l'autre côté, il a une extension qui va plus au sud. À l'ouest, il a aussi une extension qui va plus au sud. Vous voyez, on retrouve des formes exokarstiques jusqu'ici. Et là, la seule raison pour laquelle il n'y en a pas, c'est qu'il y a des glissements de terrain. Donc ça pose quand même un peu la question, est-ce qu'on aurait de l'endokarste et l'exokarste, lui, aurait été, ça c'est les hypothèses, est-ce que le karst, il s'est mis en place à cause des mouvements de terrain? Je le reformule, le karst ne s'est pas mis en place à cause des mouvements de terrain, c'est-à-dire que le mouvement de terrain s'est mis en place, l'épaisseur de couverture des mouvements de terrain a fait en sorte de complètement calfeutrer, parce qu'il faut savoir qu'au-delà de 25 mètres d'épaisseur de couverture, le karst, il n'est pas capable de traverser. Donc si le mouvement de terrain, il a une épaisseur de 25 mètres, forcément, le karst, lui, s'il est postérieur, il n'aura pas pu se mettre en place. Est-ce que le karst, il a été comblé et inactivé par le mouvement de terrain? C'est-à-dire qu'il y avait des formes exokarstiques sur ce fameux Tannétien. Le glissement de terrain s'est mis par-dessus et il l'a comblé, la dynamique s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'alimentation en eau, etc. Ou, encore une troisième hypothèse, est-ce que l'exokarste, il a été comblé en surface, donc il n'y a plus d'exokarste, mais par contre, l'endokarste, lui, est toujours entretenu, notamment par les écoulements qui passent dans le glissement de terrain, et il serait toujours actif. Donc, parce qu'on a vu au niveau de Verzy, il y a quand même un exokarste qui est alimenté par un glissement de terrain, alors pourquoi pas un endokarste? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et donc, pour répondre à ces questions-là, eh bien, il faut passer des plans
à la 2D coupe. C'est-à-dire qu'il faut passer de l'observation de la surface du sol à l'observation en coupe du sol. Donc c'est la réalisation d'une campagne de tomographie électrique. Donc c'est à ce moment-là que la salle nous vient en aide. Unilassal nous vient en aide. Et Pascal notamment. Donc c'est quoi le principe de la tomographie électrique? Enfin, de la résistivité, excusez-moi. Donc la tomographie électrique, juste on met des piquets en surface. Je dis juste, mais c'est très compliqué à expliquer, donc je vais être très simple. On met des piquets en surface, on a deux couples, un couple d'électrodes qui va émettre un courant et un couple d'électrodes qui va recevoir le courant. Les électrodes qui analysent finalement le courant qui est émis, eh bien, c'est des électrodes potentielles, je crois, et elles vont mesurer en surface la résistivité apparente du sol. Ensuite, ça va être mouliné dans un logiciel qui va faire une inversion des valeurs. Donc, ne me demandez pas comment on fait, hein, c'est la spécialité de Unilassal. Ça va permettre d'obtenir finalement un profil en résistivité réelle et en profondeur réelle. Ça va être plus concret après quand je vais vous montrer les images. Donc, quel glissement est-ce qu'on a étudié? On a étudié le glissement dit du curabili. Donc, c'est ce glissement-là. Donc, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas intéressé au glissement qui est juste au-dessus? Parce que c'est lui qui vient vraiment arrêter l'exokarste et forcément, c'est sur celui-ci qu'on risque d'avoir le plus facilement des formes exokarstiques visibles. C'est un peu le grand jeu de la science, c'est que d'un côté, on aimerait faire des choses et de l'autre côté, on fait ce qui est réellement réalisable. Et pour le coup, sur le glissement de terrain, on n'avait pas droit d'y aller. Voilà. Donc là, on n'avait pas droit. Là, on avait le droit. Donc, on a fait notre tomographie électrique sur les endroits où on avait droit d'aller. Donc, c'est ce glissement-là. Bon, il reste quand même intéressant. On voit qu'il y a du karst qui est quand même dans ce secteur-là. Et l'objectif, du coup, c'est de faire plusieurs profils. Donc, on verra ensuite. Il y en a un qui se trace comme ça et l'autre qui se trace globalement comme ça, en passant au travers des formes exokarstiques, sachant qu'on imagine le replat des sables du Tannétien dans cette zone-là. Donc forcément, si on passe comme ça et comme ça, on passe par deux fois sur ce replat et on maximise un petit peu les chances de tomber sur des formes qui auraient été comblées. Enfin, voilà, ça, on verra ensuite. Donc c'est quoi le matériel qu'on utilise? Ça, c'est le matériel de Unilassal. On a des bobines de câble de 60 mètres. Après, je me trompe peut-être, Pascal me corrigera si je dis des bêtises. On a des bobines de 60 mètres avec 16 électrodes qui sont espacées tous les 5 mètres. On trace notre profil. On a deux panneaux amont, deux panneaux aval. Donc un panneau, c'est une bobine complète. Et entre ces deux panneaux amont et aval, en fait, on a le système de mesure avec la batterie qui envoie le courant et puis les différents instruments qui vont faire fonctionner les coupes d'électrodes les uns après les autres pour faire les analyses. Et donc, après, toutes ces analyses, elles sont moulinées sous le PC. Donc, le traitement des données de la tomographie électrique, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est entièrement Unilassal qui l'a réalisé. Donc, si vous avez des questions, je vous renverrai plutôt vers eux. Mais globalement, on a nos mesures de résistivité apparente qui ont été relevées sur le terrain, qui sont ensuite moulinées dans le logiciel RES2D1, ce qui nous permet de ressortir des profils de résistivité électrique réelle par tranche de profondeur. Sauf que là, ce qu'on observe, je pense que vous vous doutez bien en voyant ce glissement de terrain-là, les profils ils ne vont pas être droits. Donc là, il nous manque la topographie. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la topographie? Eh bien, tout simplement, on prend un GPS qui permet de faire des relevés topographiques, et puis on va se mettre sur chacune des électrodes pour prendre des mesures. Nous, en montagne de Reims, c'était pas très utile de faire ce truc de faire chaque électrode, parce que la précision verticale du GPS, en fait, elle est moins bonne que celle du lidar. Donc l'objectif, c'est surtout de prendre un point sur 8 pour caler nos tracés, et puis ensuite d'interpoler tous les points entre ces 1 point sur 8 pour ressortir l'altitude de tous les points et avoir le profil le plus précis possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le fichier XML avec les données, on récupère la longitude, la latitude des différents points, on les place sur notre carte et ensuite on ressort les points. Vous voyez, en rouge, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en rouge, on a tous les points qui ont été pris au GPS, et en vert, on a tous les points interpolés, et puis après, on a ressorti toutes les altitudes sur le lidar.
Donc ça marche parce que le lidar n'est pas très ancien, hein. S'il avait eu 10 ou 15 ans, là, il n'aurait pas fallu faire ça parce que si le glissement avait bougé de façon significative, ça aurait tout décalé. Mais bon, là, c'est pas le cas, il est très récent, le lidar. Donc qu'est-ce que ça nous donne une fois qu'on intègre la topographie au glissement? Eh bien, ça nous donne ça. Donc encore une fois, ça, c'est pas moi qui l'ai réalisé, hein, c'est Unilassal. Et ça nous permet finalement de voir à quoi ressemble le glissement en coupe et d'essayer d'interpréter des choses. Donc ça va être l'étape d'après. Donc je vous présente les deux profils. Donc vous voyez, on a fait un profil quand même de 600 mètres, un peu plus, et un profil d'un peu plus de 900 mètres. Donc c'est quand même des belles distances. C'est un beau travail avec des dénivelés quand même très importants, puisqu'on passe de 250 mètres ici à environ 170 mètres. Donc sur des distances d'1 km, ça fait un bon dénivelé. Donc pour pouvoir interpréter ces profils, l'idéal c'est aussi de faire des observations de terrain au moment où on fait les mesures. Donc les observations de terrain, elles sont vraiment de plein de types. On va rechercher des indices d'humidité du sol, parce que d'une part c'est souvent corrélatif d'une géologie, et puis d'autre part ça permet aussi d'interpréter parfois ce qui se passe en surface sur le profil, et des fois même un peu plus. Donc typiquement des indices, c'est la végétation. Ici sur cette photo, c'est pas super facile à voir, mais on voit quand même qu'il y a des petites bottes d'herbe, et en fait cette herbe-là elle est un peu spécifique, c'est de l'herbe hydrophile, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau, et d'ailleurs ça se voit, hein, il y a une grande tache noire ici, ça correspond à une zone. Bon, elle est noire parce que c'est la terre qui a été retournée par les sangliers, mais les sangliers, eux, ce qu'ils adorent, c'est les endroits où il y a de l'eau. Donc en fait, c'est une zone humide. Et ça se voit et par la végétation, et par le fait qu'elle est retournée, et que du coup, on voit tout de suite que la terre est humide. On a aussi des indices directs avec les mares, les zones boueuses, les surfaces d'eau, les sources, le sol nu et sec, parce que quand on est en pente et qu'on voit que le sol, ça se voit directement, le sol, s'il est sec, voilà, c'est un peu bête à dire, mais ça se voit. Ici on est sur une source dans le Cuisien, donc elle est un petit peu à l'extérieur du glissement de terrain, donc bon, on aurait préféré l'avoir dedans, mais ça permet quand même parce que l'objectif c'est de cadrer large pour avoir le plus d'indices possible, pour essayer ensuite de reconstruire vraiment la structure du glissement de terrain. C'est pour ça qu'on va voir autour. En tout cas là on a une source qui est dans les sables du Cuisien, ce qui veut dire qu'on sait qu'à cet endroit-là, bon, on est dans un glissement, donc peut-être qu'il n'est pas en place, mais en tout cas, dans cet endroit-là, on a du Cuisien. Donc c'est un indice géologique, mais du coup, c'est aussi un indice hydrique, parce que il y a de l'eau, hein. On a aussi des observations de terrain sur la lithologie. Donc ici, on voit un affleurement naturel qui se trouve ici dans le glissement de terrain, et qui est finalement l'érosion d'un petit cours d'eau au sein même du glissement de terrain. Et qu'est-ce qu'on voit sur les berges du cours d'eau? Ça se voit très bien. Ici, on a des argiles de l'Yprésien. Donc, c'est la couche qui était en orange tout à l'heure, qui est juste au-dessus des calcarénites. Et ça, on les retrouve, vous voyez, à peu près en position médiane du glissement. C'est intéressant parce que ça va être réutilisé dans l'interprétation des profils. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est des affleurements directs. Donc là, on a de la chance. Il y a le pied ici de la cicatrice d'arrachement, parce que là on reconnaît quand même bien une cicatrice d'arrachement. Eh bien il y a le pied de la cicatrice d'arrachement, ils ont installé un chemin. Et en passant, ils ont passé un coup de bulldozer et du coup on a une belle coupe fraîche avec ici des beaux sables du Cuisien qui sont vraiment tout nets. Donc il faut synthétiser ça dans une carte, parce que si on ne le synthétise pas, c'est pas exploitable. Je veux dire, c'est une étape qui est obligée. Donc vous voyez là j'ai plein de zones humides, avec des zones en eau, donc on a des surfaces d'eau, on en a quand même un certain nombre. On a aussi des zones qui ont paru particulièrement sèches. Par exemple, cette zone-là a paru particulièrement sèche, et on a aussi du coup l'exocarse qui est détecté, et les différents affleurements, vous voyez, on en a 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Bon, déjà, c'est que c'est un peu hétérogène, les observations. Ça, c'est normal, c'est le glissement de terrain, on ne dirait pas, mais c'est quand même assez grand, et c'est assez fastidieux à parcourir. Parce qu'ici, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de ronces, il y a beaucoup de taillis où c'est quasiment impénétrable. Donc, par exemple, là, le cheminement, ça a été de tourner ici, descendre par là, remonter par ici et repasser par là. Et vous voyez, toutes les observations, elles se font dans ces secteurs-là. L'idéal, ça aurait été vraiment de faire des lignes droites partout, mais sauf qu'il y a aussi des contraintes de temps quand on est sur le terrain. Et là, typiquement, on a fait le maximum, et c'était ça le maximum. Et du coup, il y a eu 2 cheminements, celui-ci, et puis le deuxième cheminement,
il faisait comme ça, il faisait le tour et il remontait. Ce qui fait que forcément, par exemple, dans ce secteur-là, on a assez peu d'observations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Par contre, ça veut dire qu'il y a peut-être des lacunes qu'il faudra voir si elles sont à combler. Et par exemple, ici, ça, la zone sèche, on peut très bien, enfin, vu la topographie et comment ça ressort au niveau des pentes, on peut très bien imaginer que cette zone sèche, en fait, elle s'étend sur toute la cicatrice d'arrachement. Et bon, voilà, après, c'est de l'interprétation et ça vient dans l'étape suivante. Il nous faut aussi des indices géologiques, parce que finalement, si on peut se baser sur la carte géologique, de toute façon, elle est utilisée, mais le mieux, c'est d'avoir des forages. Vous voyez ici, j'ai 6 forages autour de mon glissement, donc il est là, mon glissement, et j'ai 6 forages tout autour, dont le forage VV, donc BSS 00LUVV, qui est juste ici. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi est-ce que je ne me contente pas juste de ce forage-là? C'est parce qu'il faut que je voie d'une part la qualité du forage, parce que si je vois que tous les autres forages autour, ils ne voient pas la même chose, je vais être un petit peu plus suspicieux sur la qualité du forage. Et c'est aussi que y a un très très fort contraste lithologique en montagne de Reims, ce qui fait que déjà il y a des pendages, toutes les couches elles ont un pendage différent, et en plus des fois entre ici et là, on va passer d'une géologie argileuse à une géologie sableuse. Et donc l'objectif c'est de pouvoir un petit peu appréhender ces changements de lithologie pour se dire bon là au niveau de mon glissement de terrain, les couches que je vois par exemple ici à 209 mètres, peut-être que la limite entre, ça c'est les argiles sparnaciennes, donc c'est les argiles que j'appelle, c'est les argiles en jaune, et ça c'est les calcaires en orange. Par exemple la limite entre le orange et le gris, donc ça c'est la zone en gris sur mon schéma, et peut-être que je vais me dire, par rapport à ce que je vois avec les autres forages, j'ai quand même plus ou moins 5 mètres plus haut ou plus bas, ça me permet d'avoir des petites marges d'erreur et de ne pas fixer mon interprétation de la coupe juste sur un seul forage et d'avoir un petit peu une vision plus globale des choses. Et en corrélant ça avec les indices de terrain, ça nous permet de ressortir finalement des interprétations des profils géophysiques. Donc là, vous avez le profil géophysique 1. Ah oui, là c'est un peu dommage, j'aurais peut-être dû vous... Le profil géophysique 1, c'est celui-ci. Et le profil géophysique 2, c'est celui-ci. Donc le profil géophysique 2, il part de là et traverse tout le glissement de terrain. Donc là, on est en altitude et là, on est plus bas en altitude. Et là, on remonte. Donc on traverse le vallon. C'est la lingone qu'on voit ici. Alors que le profil 2, lui, il va sur le plateau. Et il passe dans la cicatrice d'arrachement. Et il va faire finalement juste la partie haute du glissement de terrain pour arriver de l'autre côté sur la butée latérale du glissement de terrain. Ce qui nous permet de... On verra ce que ça nous permet, mais globalement, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'avoir donc, là, on a une limite en A, qui est la limite des argiles lamelières. Donc ce que je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que les argiles lamelières, c'est une surface d'altération. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée c'est que avant, on avait beaucoup de calcaire au-dessus. Ces calcaires, ils ont été érodés. Et ils ont laissé des dépôts en place. Et c'est ces argiles lamelières. Donc, c'est des gros blocs qui sont pas du tout, qui laissent pas du tout passer l'électricité. C'est pour ça qu'ils ont des résistivités très grandes. Et qu'ils ont une surface de contact avec les couches en dessous qui, du coup, est très, très... vous voyez, elle est très marquée. C'est pas une ligne droite contrairement aux autres couches géologiques parce qu'il est venu altérer les couches géologiques du dessous. C'est un petit peu ce qu'on retrouve en Normandie, vous savez, quand on est sur les falaises, on voit des sortes de cônes d'argile. C'est un peu la même chose, hein, c'est des surfaces d'altération avec les dépôts en place des meulières. Donc, ça c'est les argiles lamelières. Ensuite, on va voir les différentes autres couches géologiques, hein, je les représenterai après parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais l'idée, c'est qu'on voit que là, c'est nos argiles de l'Yprésien. Donc on voit que la surface de cisaillement du glissement de terrain, là qui est représentée en B, c'est vraiment ces argiles de l'Yprésien. Donc déjà, ça c'est une première info. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces argiles de l'Yprésien, on voit se dessiner des blocs qui, évidemment, ils font toute la surface du glissement. Mais là, je les ai représentés pour les mettre un peu en évidence. Donc on a une série de blocs qui eux, par contre, ils sont, on va dire, ils laissent passer l'eau. Parce que, vu qu'ils sont en rouge, ça veut dire qu'ils ont une forte résistivité. Ça veut dire que, globalement, il n'y a pas d'eau dedans. C'est vrai que j'aurais peut-être dû l'expliquer avant, mais quand c'est bleu,
En montagne de Reims, ça veut globalement dire que la couche, elle laisse passer l'électricité, et donc il y a de l'eau dedans, et souvent c'est des argiles. Alors qu'au contraire, les couches qui vont être plutôt dans les teintes rouges, en général, c'est plutôt des couches qui sont drainantes, où il n'y a pas d'eau dedans, et c'est souvent les calcaires, les sables, les choses comme ça. Et donc, ça veut dire que là, on a des sortes de blocs de sable qui sont ici, et ces blocs de sable, pour être précis, c'est les sables du cuisien, mais ils correspondent à ce qu'on a à peu près ici dans le haut du numéro 3, qui est les sables argileux du tertiaire. Donc c'est dans la couche en grise, on a deux zones. On a une zone grise tout en haut qui correspond à des argiles de l'Yprésien, et en dessous on a les sables, enfin les argiles du tertiaire, et en dessous on a les sables argileux du tertiaire. Ça va être un petit peu plus clair sur l'interprétation, la coupe interprétée. Vous voyez vraiment, on a finalement les blocs qui vont se retrouver ici, ils font toute la largeur du glissement, je les ai juste mis en évidence. Eh bien en fait ils correspondent à cette couche-là, mais le haut de cette couche-là. Donc là on va se dire, ah bah c'est un peu bizarre, ils sont juste perdus 5 ou 10 mètres d'altitude, mais en fait c'est parce que vu qu'on le prend en biais, le glissement, et pas orthogonalement, et ben en fait on ne regarde pas les choses qui sont directement au-dessus, parce qu'en fait quand on fait le profil, eh bien on se rend compte que ces blocs qui se retrouvent ici, eh bien en fait ils ont descendu d'une vingtaine de mètres. Et d'ailleurs, c'est à peu près l'épaisseur de la masse glissée sur le haut du versant. Donc voilà, on a pu interpréter plusieurs choses. Bon, déjà, on a l'interprétation géologique, c'est pas mal. Et on a aussi l'interprétation du glissement. On voit que sur le haut du glissement, on a des masses glissées qui sont cohérentes, puisque c'est les argiles, enfin les sables du tertiaire, et que ça fait une vingtaine de mètres d'épaisseur. Si on regarde maintenant le profil numéro 2, ça nous permet on est un petit peu moins précis sur la limite ici des argiles à meulière, ça se voit à peine. On voit très bien la couche des argiles de tertiaire et ensuite des sables tertiaires. Donc là c'est déjà fortement interprété, si vous avez des questions vous pouvez me les poser. Mais l'idée c'est qu'on voit qu'on a une première zone qui correspond à ce qu'on a observé sur la première couche, qui fait une vingtaine de mètres d'épaisseur. Ensuite, on a une sorte de petit goulot d'étranglement qui est dû à un petit replat, où on a cette zone-là finalement qui est plus fine et qui correspond à... On voit qu'il y a des choses bizarres qui se passent. On voit qu'il y a une zone de plus faible résistivité qui est un petit peu difficile d'interpréter. Et ensuite, on a le reste de la coulée qui est ici. Donc dans la coulée, il y a des blocs d'un peu de tout, ce qui fait qu'on obtient une hétérogénéité au niveau de l'observation. On peut aussi corréler ça aux observations de terrain. Par exemple, on a vu sur le terrain qu'au niveau d'ici, on avait des sables du cuisien, donc c'est des couches qui sont drainantes, et que tout là, on se retrouvait avec des zones très très humides. Et là, vous voyez, elles se voient très bien, ces zones humides, avec les infiltrations depuis la surface. Voilà. On a aussi deux autres zones qui sont un petit peu bizarres. Honnêtement, à ce stade-là, on n'a pas suffisamment de recul pour bien les interpréter. Ce qu'on sait, c'est que il ne devrait pas trop ressembler à ça, et qu'en plus, ces endroits-là, ça corrèle aux endroits où pourrait y avoir de l'exokarste. D'ailleurs, si on va un peu en amont du cours d'eau, donc le cours d'eau il est par ici, on va retrouver de part et d'autre de ce cours d'eau de l'exokarste, donc dans les zones ici et là. Et d'ailleurs, juste ici, on est réellement sur une forme exokarstique qui se voit dans le glissement de terrain. Donc voilà, c'est finalement le profil de résistivité réelle qu'on a fait ici. Il est bien parce qu'il permet de cibler un peu des zones en se disant ah oui effectivement là il y a des réponses un peu particulières, mais on voit bien ici que c'est très difficilement interprétable, donc ça nécessiterait des études complémentaires. Par contre sur le glissement de terrain, ça c'est formidable, on voit vraiment très bien les choses et on comprend très bien les choses. Déjà on est capable de décrire trois parties. Une partie A qui correspond finalement à toute la masse glissée, la partie B qui est l'endroit où on a un goulot d'étranglement qui est dû au replat de la craie. Donc finalement le replat qui est ici, il est guidé aussi par le replat de la craie qui se met juste là, ils sont en série. Et ensuite on a une coulée qui se met en place. Et ce qui est marrant, c'est que à l'endroit où on a un rétrécissement latéral, on a aussi un rétrécissement en épaisseur. Donc une fois qu'on a toutes ces informations là, bon bah c'est facile après coup de dire ah bah oui du coup c'est un glissement de type AI, ça se voit très bien parce que ici on a une grande surface glissée, puis là il y a un goulot d'étranglement au niveau du replat de la craie, et puis ensuite on a la coulée qui en plus va décaler ce cours d'eau.
Mais forcément, ça, c'est toujours facile après coup, une fois qu'on a les données et qu'on les a interprétées, parce que jusque-là, on pensait que ça, c'est un grand glissement rotationnel, celui du même type que celui de Romery que je vous ai présenté au début. Donc c'est pour ça, là, les profils de tomographie ici nous permettent de très bien décrire le glissement, de voir des zones qui sont un petit peu bizarres. En plus, on voit qu'il fait à peu près 20 mètres en amont, en aval. Donc voilà, on voit vraiment beaucoup de choses. Mais en conclusion, donc, la tomographie électrique, elle permet d'améliorer significativement la compréhension du mouvement de terrain du curabili. Mais par contre, la méthode qu'on a choisie, elle n'est pas suffisamment spécifique des zones karstiques, ou en tout cas, il faudrait notamment réduire l'espace entre les électrodes et se concentrer sur des zones vraiment d'intérêt pour essayer de voir mieux ce qui se passe au niveau des sites potentiellement karstiques qu'on a détectés. Donc il y a beaucoup de perspectives à ce travail. Déjà, on pourrait faire une série de sondages tout le long du mouvement de terrain qui permettrait vraiment de caler pile poil la géologie, même si honnêtement c'est quelque chose qui est pas trop mal fait. On pourrait aussi donc investiguer sur ces zones, je me répète, investiguer sur ces zones qui ont une réponse particulière pour voir s'il y a vraiment des choses ou si c'est plutôt des artefacts ou des zones où il y a de l'infiltration due par exemple au replat qui va un peu perturber les écoulements. Mais surtout, ça rentre dans un projet plus global. C'est le premier exemple qui sera sûrement repris dans le projet Ganymède, qui est un projet qui est porté par Nicolas Bollot, donc un de mes directeurs de thèse, et qui vise à étudier les glissements de terrain, la relation entre les glissements de terrain et le karst, enfin les glissements de terrain en milieu karstique, sur finalement une grande partie qui va de l'Argonne à la montagne de Reims, en fait tout un gros secteur dans l'est de la France. Donc je vous remercie de votre attention et puis voilà, je suis ouvert à toutes vos questions pour essayer d'y répondre. Voilà. Alors dans l'amphi, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si Léa ou Sam, vous avez des questions de votre côté. Pas de questions dans l'amphi, quand même, après une belle présentation comme cela. Non, il n'y a pas de questions. Alors moi j'en ai une, et Ouais. donc je propose un sujet de mémoire en lien avec ce projet. Est-ce que certains d'entre vous sont intéressés? Pas de mon côté. Personne? Ils osent pas se présenter en fait. J'aurais dû venir en amphi en fait. Non, mais Bien. c'est un sujet particulier quand même. Comment? C'est un sujet particulier, dis-je. Ah oui. Avec de beaux outils, on obtient de belles images. Donc, peut-être toi, Julien, pourquoi t'intéresses-tu à ce phénomène-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le choix de choisir ton doctorat sur ce sujet? Après, moi, c'est des arguments assez factuels. C'est que ce que j'aime dans la vie, c'est la randonnée et l'informatique. C'est une thèse qui allie les deux. On passe son temps sur le terrain pour vérifier ce qu'on essaie de décrire informatiquement à partir des images LIDAR. Donc forcément, c'était un sujet tout trouvé. Puis en plus, j'avais fait un stage en licence qui portait déjà sur le LIDAR, donc l'interprétation d'aquifères grâce au LIDAR, et un deuxième stage qui portait sur la détection de l'exokarst grâce au LIDAR. Donc c'était déjà très orienté, on dirait, nous, par mon cursus, quoi. Depuis très longtemps, donc. Ouais. Puis déjà, moi, c'est les géosciences qui m'intéressaient, donc forcément, quand on prend tous ces paramètres-là, on arrive quasiment systématiquement sur ce genre de sujet, qui soit l'interprétation. Moi, c'est mon sujet de thèse, c'est vraiment
interpréter tout ce qui est interprétable sur le lidar de la montagne de Reims. Et essayer de partir des formes naturelles, puis des formes anthropiques, de les classifier dans différentes cases, hein, que ce soit les formes naturelles, donc anthropiques, mais il y a toutes les périodes historiques et plus anciennes qui sont visibles. On voit des choses qui ont 4, 5, 6 siècles et des choses qui ont 50 ans, voire des choses qui ont été faites un mois avant la campagne lidar. Donc c'est vraiment de tout comprendre, notamment pour comprendre l'hydrosystème de la montagne de Reims, et puis aussi pour pouvoir valoriser le patrimoine, parce qu'il est énorme le patrimoine qu'on retrouve en montagne de Reims. Donc voilà, il y a plein de choses. Ok, merci. Alors moi j'ai juste une remarque en fait sur les figures que tu présentes. Bon, c'est peut-être un peu une déformation de ma part d'enseignant-chercheur assez strict. Mais n'oublie pas par exemple les orientations des coupes. Oui, tout à fait. Et également, par exemple, quand tu présentes tes magnifiques images lidar, est-ce qu'on peut pas rajouter une échelle, tu vois Si, mais notation, enfin bon, des fois, c'est parce que le diaporama n'existait pas il y a 2 jours, il a été fait vraiment dans l'urgence. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais honnêtement, même moi en le faisant, je me suis dit, faudrait que j'ajoute ça et ça et ça, et je me suis dit, mais je l'ai fini ce matin à 4h du matin, le PowerPoint. Ah oui, d'accord. Bon, donc c'est vraiment des contraintes temporelles. Franchement, et vous n'avez pas de questions, ça c'est pas sympa. Mais évidemment, c'est déjà quand je me suis présenté, je me suis dit, il faut vraiment que j'insiste sur en haut c'est le plateau et en haut et en bas il y a la craie, parce que sinon les glissements de terrain, parce que notamment là si on va sur cette image-là, si je précise pas que là il y a le plateau et là il y a le truc, il y a la craie, on peut se dire que ça cicatrise d'arrachement. Hein. Je veux dire, et que ça coule dans l'autre sens. Hein. Franchement, ça nécessite vraiment de mettre des flèches, de mettre un petit peu la géologie et tout, mais c'est plus des contraintes temporelles que c'est de... Ok. Écoute, merci à toi pour tout ton investissement. Il n'y a pas de problème. Voilà, de toute façon, on reste en contact pour... de toute façon... ce qui a été déjà réalisé avec les mémorants, donc Timothée et puis Lise. Et puis pour les futurs sujets de mémoire, j'espère qu'il y aura des élèves intéressés donc. Ah oui, j'espère aussi. Et puis il faut aussi qu'ils voient l'aspect, ça les fait sortir en montagne de Reims, utiliser des méthodes géophysiques. Au-delà de l'aspect scientifique, il y a des méthodes qui sont mises en place dans un contexte qui est quand même original, on va dire. Donc c'est pas forcément pour l'aspect scientifique qu'on peut prendre des stages sur ces sujets-là. Hein. Si vous aimez le terrain, en géophysique, on en fait parfois des costauds. Hein. Ouais, mais finalement, c'est de bonnes expériences. Hein. Ça permet vraiment de se faire une idée si c'est ça qu'on veut vraiment faire. Parce que je pense que si on fait ce genre de terrain-là et qu'on se dit « c'est cool », a priori, c'est qu'on est fait pour aller sur le terrain. Bon. Ok. On va clore là parce que donc oui, il reste quelques minutes, mais toujours pas de questions. Non, toujours pas de questions. Bon, il y a... J'admire la résolution parce qu'on peut avoir un lidar. C'est incroyable. Hein. C'est surtout, par exemple, on voit c'est des dispositifs de drainage qui ont 4 siècles, qui sont encore entretenus simplement par les écoulements et qui vont alimenter le karst. Et ça pose énormément de questions aussi sur les dynamiques qui sont vraiment anthropiques. La question, c'est même, est-ce que ces formes-là, elles ne se sont pas mises en place parce qu'il y avait un replat qui était favorable et qu'on a amené de l'eau à ces endroits-là. Après, en général, on emmène plutôt l'eau là où il y a des trous, mais peut-être c'était des petits trous. On a vachement augmenté leur volume et tout. Enfin, il y a le fait d'avoir une telle résolution, ça pose énormément de questions. Et des fois, sur des petits trucs, là, les petits points qu'on voit là, à droite de mon curseur, ça, c'est des charbonnières. Ça correspond à des tas de bois qui sont mis sous de l'argile et qu'on fait cuire pour faire du charbon. Et ça alimente toute l'industrie de la montagne de Reims. Il y a 4 siècles, toute l'industrie de la tuile. Et du coup, on est capable de retracer l'industrie de la tuile à partir de ces charbonnières en faisant des datations. Et on est aussi capable, en faisant de l'anthracologie sur ces charbonnières,
de voir l'évolution de la forêt. Parce que du coup, bah, c'est un indice de à quoi ressemblait la forêt à cette époque-là, quoi. Ah oui. Donc on est capable, juste à partir d'une image d'autres résolutions comme ça, de ressortir des tonnes et des tonnes d'informations. C'est impressionnant. Bien, bah. Voilà, et bien je vous remercie. Et bah, à la prochaine. Oui, alors, pour enregistrer, ça va s'enregistrer tout seul en fait.